Monter dans un arbre, pour nous, en fait, là, c'est un cas où nous, on a des règlements. On comprend que monter dans un arbre, c'est un type de jeu risqué. Il y a un chercheur qui a nommé les 5 types de jeux risqués, qui s'appelle Alan Sandsetter. Un des types, c'est le jeu à hauteur. Donc là, OK, grimper dans un arbre, c'est le jeu à hauteur. Pour bien soutenir le jeu risqué, il faut un adulte. On comprend. Donc là, pour nous, le règlement de grimper dans un arbre, c'est qu'il faut demander. Il faut que l'enfant, comme, vienne te voir et te dire « Hey, moi, j'aimerais grimper dans un arbre. Est-ce que tu peux m'accompagner? » Parce que là, si on a besoin d'accompagnement, il faut un adulte à côté. Donc, il faut demander. Là, quand tu es dans l'arbre, nous, on demande de toucher l'arbre à 3 points en tutant. Donc là, c'est comme, OK, si tu es en train de bouger un pied, tu t'assures avant de le bouger que les 2 mains et l'autre pied soient bien ancrés dans l'arbre. Okay. Puis comme ça, tu peux jeter. Puis là, c'est comme ce qu'on pourrait faire en tant qu'adulte. On dit, OK, est-ce que tu touches où? Est-ce que tu touches à 3 points? OK. Puis comme quand on voit un enfant qui veut aller plus haut, on dit, OK, as-tu pensé à où tu vas mettre ta main? OK. Donc, avant de bouger, tu penses où tu vas le mettre. Donc, ça, c'est une façon d'encadrer ce qui se passe, mais en même temps de laisser ça à l'enfant de gérer le tout. Puis nous, on dit, en mettre un limite sur la hauteur auquel l'enfant peut grimper aussi. Donc, jamais plus que 2 fois l'hauteur de l'enfant. Parce que les bénéfices de grimper dans un enfant, à partir de cette hauteur-là, c'est moins important que les risques qu'il y a si l'enfant tombe. Donc, si on tombe de 2 fois l'hauteur de l'enfant risque d'avoir un blessure beaucoup plus grave que si c'est un hauteur qui est moins que ça. Donc, nous, on a dit, en tant qu'adulte, avec l'information que nous, on a en tant qu'adulte, en mettre cette limite-là. Parce que le bénéfice de grimper, ça dépasse plus les risques liés à ça, à cette hauteur. Mais l'enfant peut toujours descendre puis grimper de nouveau. Tu sais, pour comme rêver, comme continuer de grimper. Donc, c'est ça les 3 règlements pour grimper dans les arbres que nous, on a. Donc, c'est une recette de comme, nous, on dit pas quoi faire aux enfants, mais on donne un encadrement qui est quand même clair, puis pour certaines activités, s'ils souhaitent le faire, il faut le faire selon les consignes. Parce que sinon, on n'est pas en train de gérer un risque, on est juste en train de se mettre en danger. C'est ça. Il y a une grosse différence entre les deux. Fait que dans le fond, l'approche du jeu libre, c'est d'offrir un environnement physique intéressant pour l'enfant. Fait que ce soit des éléments naturels ou des éléments comme créés par l'homme avec des pièces recyclées, etc. Puis c'est aussi que l'attitude de l'adulte puis son approche favorise l'autonomie de l'enfant. Parce que si l'enfant il a plein d'opportunités, mais qu'à chaque fois il se sent surveillé ou il est dirigé, il va pas apprendre de la même façon. Fait que j'ai l'impression que vous mettez beaucoup de travail aussi à réfléchir à votre approche. Ça doit être des grosses réflexions de dire comment est-ce qu'on appuie puis on aide sans pas opprimer, mais tu sais, sans limiter le pouvoir décisionnel de l'enfant. Fait que j'ai l'impression que c'est une danse, puis vous l'apprenez toujours de jour en jour, puis de fois en fois. Mais, fait qu'il y a un côté, c'est la liberté pour l'enfant, mais c'est pas un laisser-faire. C'est ça. Moi, j'aime beaucoup dire, nous, on donne pas de programmation, on donne de l'encadrement. Donc là, c'est dire, c'est l'enfant qui choisit à quoi on joue, mais nous, on est quand même là pour que l'enfant arrive à faire ce qu'il veut faire, disons, ou pour s'assurer que l'enfant se rend conscient des limites physiques qui existent dans la vraie vie, des risques qui existent, parce qu'on sait, c'est pas tout le temps que l'enfant est déjà comme, disons, il y a aucun enfant qui sait d'une façon naturelle que si je tombe à cette hauteur-là, ça serait beaucoup plus grave. Faut qu'il l'apprenne. C'est ça, donc il y a certaines limites. Il y en a qui diraient déjà, pour moi, c'est assez haut. OK, j'aimerais descendre. C'est comme, ils sentent ça, un peu de peur, un peu de, c'est comme ça. Nous, on aime beaucoup dire, est-ce que c'est épeurant? Est-ce que c'est épeurant drôle? Si c'est épeurant drôle, ça veut dire que on est en train de prendre un risque, mais c'est excitant. C'est excitant, puis on est conscient de ce qu'on fait, puis c'est quand même bien. Mais dès que ça devient épeurant, ça veut dire que le corps de l'enfant a dit, non, je suis à ma limite,
Je suis plus capable, puis à ce point-là, quand on est vraiment dans la peur, on n'est pas capable de gérer nos émotions, nos pensées, nos risques. Donc là, c'est comme, OK, c'est fait. Mais je vais comme revenir un petit peu sur le jeu live, juste parce qu'il y a une définition pour le jeu live qui est partagée un peu partout au monde. Ça vient du Royaume-Uni, mais c'est comme, c'est utilisé ici aussi dans les écoles en forêt, partout quand on parle de l'animation par le jeu, qui est une discipline qui existe au Royaume-Uni. Là, tu peux même avoir un doctorat en animation par le jeu. Mais c'est ça la définition. Il y a 3 choses, en fait, les 3 critères pour que quelque chose soit considéré le jeu live. Faut que ça soit dirigé par l'enfant. Faut que ça soit choisi librement. Et faut que ça devienne une motivation intrinsèque. Donc là, quand tu as parlé de l'environnement qu'on a, c'est ça. Nous, on a dit, OK, c'est ça ce qu'on vise. Dirigé par l'enfant, choisi librement, motivation intrinsèque. Qu'est-ce que nous, en tant qu'adultes, on peut faire pour que ça soit vraiment l'expérience de l'enfant? Donc là, c'est comme choisir librement. Par exemple, il faut des choix. Il faut des choix ouverts, qui sont des vrais choix. Là, on parle des pièces là. Motivation intrinsèque. Puis même dirigée par l'enfant, c'est comme, faut que l'enfant soit capable de se dire, OK, nous on joue à être des écureuils, disons, puis c'est ça comment ça se fait. Moi, je suis la maman, toi t'es le bébé, puis on fait comme ça. Donc, au lieu d'avoir un adulte qui arrive, qui dit, ah, la semaine passée, en a-vous beaucoup d'écureuils? Vous vous y êtes intéressé? Donc là, aujourd'hui, j'ai amené ma marionnette d'écureuil, puis on ferait comme un jeu. Donc, ça peut être intéressant pour les enfants, mais si on la force, si on dit « Ah non, mais c'est ça l'activité aujourd'hui, les amis », c'est plus dirigé par les enfants. Puis, pour la motivation intrinsèque, si on est toujours en train de faire des comparaisons, de faire des concurrences, ou de privilégier le bout au lieu du processus, là, ça peut devenir une motivation qui n'est pas intrinsèque, qui est comme, en fait, pour nous faire plaisir. Pour nous faire plaisir en tant qu'adultes. C'est comme les enfants qui veulent des bonnes notes, des enfants qui veulent dire et regarde ce que j'ai fait. Comme... Puis là, c'est plus difficile parce que c'est possible de faire une cabane, mes cabanes préférées. C'est possible de faire une cabane pour le plaisir de la faire, puis pour jouer à la cachette, puis tout. C'est aussi possible de faire une cabane pour montrer que moi aussi, je suis capable de faire une cabane comme mon frère. Puis parce que j'aimerais que quand ma maman vient me chercher, elle voit ma cabane, puis me dit « Hé, t'as bien fait. » Donc, c'est possible que ça parle vraiment de notre lien avec les enfants, puis comment nous, on parle avec eux de ce qu'ils font. Donc là, nous, c'est difficile aussi parce que les enfants demandent aussi ce type d'attention, mais de dire « Ah, je suis vraiment fière de toi, t'as beaucoup travaillé à un moment où ça a été difficile. » Au lieu de dire « Je suis fière de toi parce que t'as fait le truc. » Donc, puis c'est drôle parce qu'on l'a fait à un des ateliers avec Gabi, qui est une autre de vos animatrices. On était des adultes, puis elle nous a fait jouer avec les pièces libres. Puis c'est drôle parce que je regardais toutes les possibilités, puis au début, t'as un peu peur parce que tu te dis, il y a beaucoup de choix, puis on dirait que tu sens toujours dans la vie, surtout quand on a passé notre vie dans une école traditionnelle, structurée, où les ordres te viennent de l'extérieur, justement, c'est pas une motivation intrinsèque, c'est très dirigé, tu as l'impression qu'il y a toujours une bonne réponse, il y a une bonne façon de faire. Puis là, moi, j'avais juste envie de m'asseoir puis de dessiner. Puis avec de la crêpe, on a dit c'était fun, j'ai appris qu'on pouvait dessiner avec de la crêpe sur de la neige. Mais il y a toujours une petite voix dans ma tête qui se disait, est-ce que je devrais être en train de faire une cabane? Est-ce que je devrais être en train de faire ci? Non. Puis là, finalement, c'était, aïe, non, si j'aime ça, si j'ai envie, c'est tout ce que ça prend, tu sais. Puis finalement, débuter dans ta bulle, puis il y a peut-être d'autres personnes qui vont venir interagir avec toi, puis le jeu évolue. Mais parce que, dirigé par une envie, t'es mené par une envie, puis c'est vraiment exploratoire. Puis il y a quelque chose d'apaisant, mais réellement déstabilisant au départ. Fait que je me demande si, vous, dans votre approche, avez-vous eu de la résistance? Parce qu'on veut vraiment, dans une société programmée, structurée. Ça nous rassure de se dire, comme tu dis, à la fin de la journée, l'enfant va avoir appris ça. À la fin de l'année, il va avoir appris ça, puis il faut qu'il y ait à telle année, telle année. Fait que c'est quoi les perceptions récurrentes que vous avez par rapport à votre approche?
Comme, est-ce que vous avez, mettons, négatif, est-ce qu'il y a des gens qui ont y a-t-il de la résistance par rapport à une approche la résistance qu'on entend, je dirais, c'est plutôt comme juste les gens qui nous retrouvent par hasard en passant. Okay. Comme, c'est déjà arrivé plusieurs fois où les enfants sont en train de jouer dans un flaque d'eau, puis quelqu'un qui dit « Ah, mais c'est sale, l'enfant devrait pas... comme, tu devrais pas laisser les enfants faire comme ça, choses comme ça. » Mais, je dirais, ce qui est le plus difficile, c'est comme tu disais, c'est comme les enfants vivent dans un monde où, la plupart du temps, c'est vraiment comme c'est ça ce qu'on va faire dans la journée, c'est ce qu'on va arriver à faire d'ici la fin de l'année dans l'école, que dans nos comptes de jour en été, on est très conscient du fait que les premières fois qu'un enfant arrive dans nos comptes de jour, pour la plupart, c'est aussi la première fois qu'ils arrivent à une activité, puis où il n'y a pas d'activité. Comme c'est à eux de décider quoi faire. Puis pour eux, ça peut être déstabilisant. Donc, pour aider les enfants dans cette transition, nous, on offre ce qu'on appelle les invitations à jouer. Donc, ça se peut on prépare un petit quelque chose. Ma collègue Gabi fait toujours la même chose aussi pour le groupe Parents du Petit. C'est un groupe de jeu pour les parents avec les enfants qui jouent ensemble parce qu'on sait, en tant qu'adultes, nous aussi, on trouve ça déstabilisant. Donc, on aimerait avoir quelque chose à faire avec nos mains, disons. On aimerait comme avoir des trucs. Puis pour les petits, quand ils commencent à s'habituer à jouer dehors, avoir quelque chose qui est là, pas juste des pièces là, mais comme de voir un adulte qui est en train de jouer avec, ça montre que on s'attend juste à ce que tu joues. Tu vois ce que l'adulte fait, joue aussi. Donc, c'est ça, les invitations, ça fait un peu le pont entre le monde d'activités dirigées par les adultes et le sentiment de liberté que l'enfant va finalement arriver à avoir, disons, au camp de joie à la fin de la semaine, va arriver le matin et dire c'est ça ce que moi je veux faire aujourd'hui. Mais encore pas, la première journée, c'est difficile. Mais ça serait plate de vivre toute ta vie puis ne pas savoir quoi faire une journée où t'as rien à faire. Ouais, c'est pas savoir qu'est-ce que toi t'as envie de faire. Ça. Pas ce que tu devrais faire, pas ce que tu penses. C'est ça, c'est comme vraiment, c'est quoi qui va te faire plaisir de faire. Merci d'être avec nous. Moi, c'est Vincent, je suis normalement derrière la caméra. Si vous voulez faire partie du mouvement et apprendre avec nous comment améliorer le quotidien, venez nous rejoindre dans le Club Renard. C'est la meilleure façon de contribuer à la mission de Renard, puis vous allez avoir accès à plein de contenus bonus. Venez nous rejoindre au renard.ca/club. À bientôt!